Nous avons ensuite des amendements identiques. Le 120 de M. Coronado. Monsieur le Président, il s'agit par cet amendement de supprimer la possibilité que des juges uniques puissent être désignés parmi les assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État. Vous le savez, et cela a été dit tout à l'heure et par la rapporteure, par Monsieur le Ministre, la plupart de ces assesseurs sont des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, ce qui pourrait, selon la théorie des apparences reconnues par le droit européen, entacher les décisions qui seraient prises de partialité. C'est pourquoi cet amendement, comme celui de mon collègue Robillard, insiste pour supprimer cette possibilité. Le 182, M. Robillard. Je partage évidemment l'avis de M. Coronado. J'ajouterai simplement un argument, c'est qu'il y a 3 juges dans la formation collégiale de la CNDA. Il y a un président qui est un magistrat, administratif ou judiciaire. Il y a une personnalité qualifiée qui est nommée par le haut-commissaire des Nations Unies sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État. Et il y a une personnalité qualifiée qui est nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au Conseil d'administration. On connaît la nécessité d'un juge impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait que l'impartialité doit se manifester, elle doit être non seulement réelle, mais elle doit avoir les apparences de la partialité. Donc, prenons l'hypothèse, moi je n'ai strictement rien contre le ministère de l'Intérieur, mais c'est le ministère qui est chargé de l'asile, mais aussi de l'immigration. Et donc, une personne, un juge, qui est désigné, certes avec avis conforme du vice-président du Conseil d'État, mais par le ministre de l'Intérieur, pourrait avoir à connaître un juge unique d'une décision. Ça me paraît contraire à l'apparence d'impartialité. J'ajoute une deuxième chose, c'est que si on le dit pour les assesseurs désignés par les ministres, pourquoi ne le dit-on pas pour les assesseurs désignés par le Haut-Commissariat aux réfugiés, ou le Haut-Commissaire aux réfugiés? Je veux dire que la distinction qui est faite dans ce texte est une marque de défiance extrêmement importante. J'ajouterai une dernière chose, c'est que l'impartialité de la juridiction telle que composée actuellement vient de sa collégialité. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'assesseur HCR et l'assesseur qui est désigné par les ministères. Est-ce que c'est la réunion, un magistrat professionnel de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, un assesseur qu'on appelait avant du Conseil de l'OFPRA, qui est aujourd'hui désigné qui est désigné par les ministères qui composent, et puis l'assesseur du HCR. C'est parce qu'ils sont ensemble que la juridiction manifeste, y compris dans son apparence, toute l'impartialité qui est nécessaire. Avis de la Commission sur ces amendements identiques, Madame la rapporteure. Avis défavorable. Je comprends la préoccupation de mes collègues sur les juges uniques, mais j'estime que nous avons encadré qui pouvait l'être, que nous avons mis des conditions d'expérience. Il faut avoir, d'une certaine manière, blanchi sous le harnais de la Cour nationale du droit d'asile avant que de devenir juge unique. Ensuite, ce que vous imaginez comme lien entre les personnalités nommées par le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur n'existe plus. Du fait de l'alinéa 11 de l'article en question, de l'alinéa 10. Voilà. Ce n'est plus les ministres qui proposent au Conseil d'État une liste de personnalités qui pourraient être nommées assesseurs ou juges à la CNDA. C'est le Conseil d'État tout court qui nomme en raison, a précisé le projet de loi, en raison de compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques. Je pense que ces précisions sont en mesure d'apaiser vos inquiétudes sur le biais que pourrait avoir le juge unique. Et enfin, je voulais vous dire que l'impartialité
ne tient pas à la collégialité. Un juge unique peut et doit d'ailleurs être impartial, et le fait qu'il soit magistrat et précisément indépendant de la hiérarchie de la Cour garantit l'impartialité de ses décisions. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Nous partageons absolument tout ce que dit Madame la rapporteure, mais ça nous conduit malgré tout à avoir une petite nuance dans l'appréciation que nous portons, mais toute petite, sur ces amendements. Je m'explique. Vous voulez supprimer la possibilité que des juges uniques puissent être désignés par les assesseurs de la Cour nommés par le vice-président du Conseil d'État. Vous justifiez cette proposition par le fait que ces assesseurs sont des fonctionnaires et des anciens fonctionnaires, ce qui pourrait soulever une question en termes d'impartialité. Bon. J'ai répondu tout à l'heure sur ce point à Mme Guittet. Le gouvernement est également plutôt d'avis que seuls des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire ou administratif, qu'il s'agisse des magistrats permanents de la CNDA ou des magistrats non permanents, dès lors qu'ils auront au moins une année d'expérience en formation collégiale à la Cour, puissent être désignés en tant que juge unique. Il y aurait là une garantie de bon fonctionnement de la juridiction de l'asile. Bon. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, qui peut vivre avec le texte tel qu'il est, mais qui pourrait vivre aussi avec l'amendement que vous proposez, pour les raisons que je viens d'indiquer, s'en remet à l'incommensurable sagesse de cette Assemblée. Bien. Monsieur Robillard. Oui, pour effectivement donner acte à Madame la rapporteure que la modification apportée par l'alinéa 11 de notre article 10 fait que le raisonnement que j'ai tenu par rapport à la désignation par les ministres ne tient pas. Donc, il reste que, par rapport au fait qu'il s'agit d'un juge unique, qu'il y a des garanties d'expérience qui sont nécessaires, je trouve que la garantie que donne le statut de magistrat, et donc qu'il s'agisse des présidents qui puissent seuls intervenir à juge unique, est une véritable garantie pour la personne. La deuxième chose, c'est que je pense quand même qu'il serait mauvais qu'entre les deux assesseurs, celui de l'UHCR et celui désigné par le seul vice-président du Conseil d'État, il y ait une discrimination dans les fonctions qu'ils puissent tenir. Ça déséquilibrerait la composition, même symboliquement. Et par conséquent, pour ces deux raisons, je maintiens l'amendement, mais en retirant la partie du raisonnement qui était erronée. Je mets aux voix les amendements identiques 120 et 182 qui font l'objet d'un avis défavorable de la rapporteure, d'un recours à la sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. L'amendement numéro 8, Monsieur Ciotti. Merci, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. L'amendement numéro 8. Défavorable. Défavorable, Monsieur le ministre. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Nous avons ensuite des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 67, Monsieur Coronado. Oui, c'est une discussion qui nous a occupés pendant un certain temps en commission, et je vous crois même, mais Monsieur le Président de la Commission des lois doit s'en souvenir, que nous n'avions pas tout à fait perdu dans l'échange des arguments dans le débat, en fait. Donc c'est pour ça que nous avons décidé avec mes collègues de revenir à la charge sur le huis clos, en fait. Madame la rapporteure a dit à plusieurs reprises dans le débat que le huis clos était de droit, pas tout à fait dans la version sortie des travaux de la Commission. Donc cet amendement vise à permettre le huis clos de droit sur demande du demandeur, du requérant. Le huis clos doit être une protection pour le demandeur d'asile. Il n'y a pas lieu de réserver ce droit au huis clos au seul cas d'agression sexuelle où cette demande de huis clos est évidemment légitime. D'ailleurs, on avait jugé que même dans ce cas-là, le fait de faire état publiquement d'agression de nature sexuelle pouvait être une très grande difficulté, et que, puisqu'on avait intégré dans le texte la notion de vulnérabilité, on pensait que quand la demande était faite avec insistance par le demandeur, elle devait être de droit
pour permettre effectivement que des questions de cet ordre puissent être abordées en totale liberté et en totale confiance. Le 197, Monsieur Robiliard. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on demande qu'un huis clos soit de droit, puisque la publicité de l'audience, c'est l'assurance c'est une forme de garantie pour les demandeurs et pour la justice. Et que donc, en soi, c'est toujours une réflexion à mener quand on demande que la justice ne soit pas rendue publiquement. Maintenant, pourquoi faire une exception en matière d'asile dès lors que le demandeur ou son conseil le sollicite? D'abord parce que il peut y avoir dans la demande d'asile des éléments extrêmement intimes, notamment en matière de mœurs, quand une personne a été victime de viol, et qui suppose que ce soit entendu dans un cercle extrêmement restreint, parce que sinon la parole ne peut pas se libérer. Ensuite, parce que il y a des craintes, à tort ou à raison, et parfois à raison, que dans l'audience ou dans le public se trouvent des personnes qui sont animées de mauvais sentiments. C'est la délégation du droit aux femmes qui, hier ou avant-hier, évoquait la présence de souteneurs dans la salle d'audience. Présence avérée. Oui. C'est également certains demandeurs d'asile qui, à certains moments, dans certains pays, ont évoqué la présence de représentants de leur gouvernement, qui ne représentaient d'ailleurs, ils étaient là pour écouter ce qui se disait. Et qu'évidemment, de ce point de vue, c'est une crainte parce qu'on ne connaît pas l'issue de son recours. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que s'il faut le demander, c'est-à-dire si ce n'est pas de droit et s'il faut argumenter, eh bien, tous ces motifs-là devront être exposés. Et donc, pour une femme, dire mon souteneur est là, je ne peux pas m'exprimer librement. Et pour un demandeur d'asile qui craint son gouvernement, dire un tel est de mon pays et je soupçonne qu'il travaille pour le gouvernement, il ne peut pas le dire. Voilà les raisons pour lesquelles il me semble qu'au cas particulier, il faut admettre le huis clos de droit. Avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces deux amendements en discussion commune. Oui, la Commission a repoussé ces amendements, même si la préoccupation est légitime. Vraiment. Mais ça contreviendrait quand même à un principe fondateur qui est que la justice se fait au nom du peuple français, sous le regard du peuple français. Donc nous avons introduit des dispositions qui prévoient le huis clos de droit à la demande du requérant dans certaines situations qui sont assez vastes. Et je trouve que ce que vous expliquez est peu respectueux de la confiance que vous avez témoignée aux magistrats, et strictement aux magistrats, dans l'amendement qui a été adopté précédemment. Un magistrat et les magistrats à la Cour savent reconnaître la présence d'un public qui est susceptible de faire pression sur le requérant. Donc voilà, on a encadré et on a ouvert ce droit au huis clos dans des circonstances particulières, huis clos qui peut être normalement demandé avant l'audience et accordé avant l'audience, sans avoir à expliquer à l'audience pourquoi on réclame le huis clos. Donc voilà les raisons pour lesquelles la Commission a repoussé ces amendements. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Madame la rapporteure vient de dire très exactement ce qu'est la position du gouvernement, donc nous suivons son avis. Monsieur Robillard. Moi, j'ai appris un très beau proverbe normand ce matin, c'est que la grande confiance n'exclut pas la petite méfiance. Et donc, il peut arriver qu'un magistrat ne s'aperçoive pas que des personnes qui ne devraient pas se trouver dans la salle d'audience s'y trouvent. C'est-à-dire que distinguer une personne qui est venue mandatée par une ambassade, ça ne se distingue pas d'une personne qui est venue soutenir un de ses compatriotes. Par conséquent, ce n'est pas possible de penser qu'un magistrat pourra s'apercevoir qu'une personne indésirable se trouve dans l'audience et par suite fera droit. Quant à la demande avant l'audience, c'est toujours possible, mais il faudra bien s'expliquer à un moment à l'audience sur les raisons pour lesquelles on demande le huis clos. Je mets aux voix l'amendement. Pardon, Monsieur Coronado.
Oui, sans revenir sur les arguments évoqués par mon collègue Robillard, je trouve qu'il y a même une contradiction avec les avancées qu'on a obtenues dans le texte en commission, avec le principe de vulnérabilité, le fait d'intégrer les violences et les persécutions et les mutilations de nature sexuelle, et puis le fait de rendre obligatoire la justification dans la demande de huis clos. Vous le savez, Madame la rapporteure, parce qu'on a assisté à la même audition avec les associations chargées du suivi sanitaire, mental. Il y a une dimension extrêmement de grande vulnérabilité avec les nouveaux publics, et notamment ces femmes qui sont l'objet de violences, pas simplement de la traite, de mutilation, de persécution dans les pays d'origine. Et je crois, et vous le savez, l'Assemblée a discuté il y a une dizaine de jours, je crois, de la prescription en matière de viol. C'était le groupe UDI, je crois, qui déposait cette PPL. On sait que sur ces questions-là, la mise en mots, la mise en récit, la mise en discours, le fait même de prononcer les termes est une très grande difficulté. Donc, vous avez dit qu'il fallait faire confiance aux magistrats. Il faut aussi faire confiance à ces personnes qui demandent à bénéficier de huis clos pour être en situation de confiance, pour pouvoir construire leur récit. C'est d'ailleurs des questions qu'on s'est beaucoup posées. On avait restreint dans un premier temps à des circonstances particulières, mais c'est très convaincant. Ce que vous proposez se défend. Et donc je lève l'avis à titre personnel, l'avis défavorable qu'avait porté la Commission à l'élargissement de ce droit au huis clos. Monsieur le ministre. Bon, le débat parlementaire a cela de bon qu'il permet, dans la confrontation des points de vue, de progresser. Donc moi j'entends ces arguments et de M. Coronado et de M. Robillard, l'ouverture de Mme la rapporteure, et j'en m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Bien, je mets donc aux voix l'amendement 67 qui fait du coup l'objet d'un avis favorable de la rapporteure et d'un recours à la sagesse du gouvernement. Qui est pour son adoption? Contre, il est adopté, il fait tomber le 197. L'amendement 280, pardon, Madame Olivier. Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, moi je souhaite quand même qu'apparaissent très clairement les notions de traite des êtres humains, donc sur les causes pour lesquelles on pourrait demander donc le huis clos. Il s'agit d'un huis clos effectivement de droit, mais je souhaite que ça apparaisse clairement pour vraiment garantir une meilleure sécurité à ces personnes. C'est pas pour ne pas raconter ce qu'elles vivent, mais c'est plutôt vraiment pour les protéger par rapport à des personnes qui pourraient être dans la salle. L'amendement est tombé de par l'amendement 67. Mais nous poursuivons. Le 401, un amendement de précision, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, vous y êtes favorable? L'Assemblée également, il est adopté. Le 198, Monsieur Robillard. Il est défendu. Avis de la commission? A été repoussé par la commission. Voilà, défavorable. Avis du gouvernement? Défavorable. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est rejeté. Le 402, Madame la rapporteure, amendement de coordination. Monsieur le ministre, vous y êtes favorable? L'Assemblée également, il est adopté. Le 275, Monsieur Robillard. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, s'il y a une discussion commune, puisqu'il y a un amendement du gouvernement qui modifie significativement, qui réécrit l'alinéa 21, et qui me paraît devoir être la base de notre discussion. Sinon, on va le supprimer, mais on va le remplacer par l'amendement gouvernemental. Ce que je voulais simplement dire sur la ligne 21, c'est que ça provenait d'un amendement qui a été adopté par la commission des lois, mais qui, à la relecture, pose un problème fondamental de respect du contradictoire, atteint le principe de l'égalité des armes et donc du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense que, et d'un point de vue conventionnel, et d'un point de vue constitutionnel, l'alinéa 21 tel que rédigé n'est pas acceptable. Avis de la commission, Madame la rapporteure, sur le 275. Je vous propose de retirer cet amendement de suppression
au profit de la nouvelle rédaction de l'alinéa 21 proposée par l'amendement 470 du gouvernement que le ministre va nous présenter. Oui, monsieur le ministre. Monsieur Robillard, il est retiré. Eh bien, nous en venons donc au 470 du gouvernement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, voici donc venu le temps d'examiner cet article 470 du gouvernement. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du 469 qui a été déposé à l'article 5 par le gouvernement. Il a pour objet, cet amendement, de transposer à la CNDA un dispositif de recueil et d'utilisation des informations similaires à celui qui a été déposé pour l'OFPRA. Aussi, de la même manière que ce qui a été prévu pour l'Office, le nouvel article créé par cet amendement consacre dans l'intérêt des demandeurs d'asile le principe de confidentialité des éléments d'information qui sont contenus dans leur dossier. Il interdit de ce fait à la Cour d'engager toute démarche qui pourrait être de nature à révéler aux agents les persécutions alléguées, les informations relatives aux demandeurs ou à les exposer à des menaces en cas de retour dans leur pays ou pour leurs proches. Par ailleurs, il importe de compléter le dispositif de protection des sources de l'OFPRA qui a été adopté à l'article 5 du présent projet de loi. Je vous rappelle qu'il s'agit de garantir l'anonymat aux personnes qui transmettent à l'OFPRA des informations lui permettant de confondre des demandeurs d'asile qui se sont rendus coupables de crimes très graves, crimes contre l'humanité, contre la paix, agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, et de leur opposer des clauses d'exclusion prévues par la Convention de Genève et la directive qualification. Ce dispositif nécessite un aménagement du principe du contradictoire en cas de recours du demandeur d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un aménagement du principe du contradictoire justifié par l'impératif de protection des informateurs de l'OFPRA contre toute représaille éventuelle et non d'une dérogation à ce principe. L'amendement propose ainsi de permettre à l'OFPRA de signaler à la Cour les informations et les sources qui lui paraissent devoir demeurer confidentielles et de confier à la Cour le soin d'apprécier le bien-fondé de cette demande. Dans les cas où elle estimera nécessaire de préserver la confidentialité des informations et des sources de l'OFPRA, la Cour en informera le requérant et lui transmettra un résumé anonymisé des éléments sur lesquels elle est susceptible de fonder sa décision. Dans les cas contraires, comme l'a souhaité d'ailleurs depuis plusieurs années M. Benoît Hamon, la Cour versera au contradictoire l'ensemble des éléments du dossier. L'OFPRA, préalablement avisé par la Cour, conservera la faculté de retirer les informations litigieuses du dossier et dans ce cas, la Cour ne pourra plus se fonder sur ces éléments pour prendre sa décision et votre demande, M. Hamon, sera ainsi satisfaite. Tel est le dispositif que le gouvernement vous propose d'adopter. Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement 491 de M. Robillard. Bien, merci, Monsieur le Président, de ne pas le mettre en discussion commune avec le suivant, puisque ce sous-amendement reprend celui que j'avais déjà déposé sur le premier amendement gouvernemental de mémoire à l'article 5 portant sur les possibilités de l'OFPRA, et donc de supprimer les mots qui seraient de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille pour éviter tout raisonnement a contrario. Donc je pense qu'il ne pose pas de difficulté puisque ce que j'avais proposé s'agissant des prérogatives de l'OFPRA avait été accepté. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission sur l'amendement et le sous-amendement. Avis favorable à l'amendement présenté par le gouvernement et au sous-amendement de M. Robillard qui satisfera effectivement pleinement M. Hamon dans le sens où il préserve le contradictoire et M. Hamon est très très attaché à la contradiction, au principe de la contradiction. Donc voilà, avis favorable au sous-amendement et à l'amendement du gouvernement. Monsieur le ministre, sur le sous-amendement, favorable ? Très bien. Je mets donc aux voix le sous-amendement 491 qui fait l'objet d'un avis favorable. Qui est pour ? Contre ? Il est adopté. L'amendement 470 ainsi sous-amendé est adopté. Pardon ?
me semble que j'avais déposé également 2 autres sous-amendements. Ah, Un sur la suppression de l'alinéa 3, Non. que j'ai, moi. Je n'en ai pas. Ah ben dans ce cas-là, je vais m'exprimer sur l'article. Pas plus exactement sur l'amendement du attendez. gouvernement. Le vote est fini, monsieur le Robillard. Je ne vais pas vous faire exprimer sur un vote qui est acquis. Bon, je m'excuse, mais là, quand même, quand je vous avais dit que je vous remerciais de ne pas me mettre en discussion commune, j'avais sous-entendu que j'en avais un autre. Vous avez dit, Bon. je vous remercie de ne pas mettre en discussion commune l'autre amendement. Vous n'avez pas parlé Avec de l'autre sous-amendement. Bon. Donc je n'ai pas de sous-amendement déposé, donc je mets au vote ce qui est déposé sur le bureau de l'Assemblée. Le problème majeur dans cet amendement, c'est que... Attendez, chers collègues, vous ne pouvez, le vote est acquis, donc voilà, je ne peux pas vous redonner la parole sur un vote acquis. Ben, le vote est acquis, il vient de s'exprimer. L'amendement ainsi sous-amendé est donc adopté. Il fait tomber l'amendement 80. Je mets aux voix l'article 10 qui est pour, contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 qui est pour, contre, il est adopté.